Me voici sur les hauteurs du massif de la Colle Noire au Pradet, dans le Var. Sous ce paysage surplombant la Méditerranée se cache l'un des 5 sites minéralogiques les plus remarquables du monde, la mine du Cap-Garonne. Et je vous propose aujourd'hui d'aller la découvrir. Venez, suivez mes pas. Alors je vous propose de commencer par découvrir le tout nouveau parcours minier qui va ouvrir ses portes au grand public en avril prochain. Mais nous, on a la possibilité de le découvrir en avant-première, Claire. Cette entrée-là, c'était l'originel historiquement, c'était quoi, au 19e siècle qu'il rentrait par là? Exactement, donc c'est en fait en 1857. Cette entrée, elle a été bouchée lors de la création du musée en 1994 et elle a été redécouverte seulement en 2022. Donc on va passer sous ce boisage de mine qui servait donc à soutenir la voûte pour être protégée et pouvoir entrer dans la mine. Génial, on y va. Alors juste avant, il va falloir vous équiper d'un casque pour pouvoir vous protéger. Ah oui, c'est plus professionnel et plus sécure surtout. C'est bien ça. On y va? On y va, c'est parti. Oh mais c'est très sombre là, Claire. Oui. Regardez, vous avez des lampes juste ici. Ah oui, super. Ah puis ça tombe bien cette comme par hasard. Exactement. C'est extrêmement bas de plafond là. En effet, là, vous avez à peu près 40 mètres de roche au-dessus de votre tête. Le parcours, lui, fait 130 mètres de long. Donc notre objectif, c'est d'immerger les visiteurs dans l'univers du mineur. On va passer par des boyaux étroits, des galeries liaisons qui ont été creusées pour des hommes mesurant environ 1,60 m à l'époque. Ah ouais, je fais 1,64 m, donc ça le fait plus. Et ouais, exactement, un peu trop grand pour l'époque des mineurs. Mais dites-moi, ça se rafraîchit là un petit peu, il fait plus froid qu'à l'extérieur? Oui, là vous êtes sur une température ambiante de 15 degrés, ce qui est tout à fait normal avec ces 40 mètres de roche qui sont au-dessus de notre tête. Et nous voici dans ce qui s'appelle le bassin filtrant. À quoi ça servait? Alors c'est ce qu'on appelle donc un bassin de récupération d'eau de pluie. Donc ça permettait aux animaux de pouvoir s'abreuver pendant la journée et aux mineurs aussi de pouvoir donc se débarbouiller. Juste ici, c'est le plus grand bassin que l'on ait à la mine de Cap-Garonne. Et vous parlez des animaux qui s'abreuvent parce que vous parlez des chevaux qui tirent les wagonnets, non? C'est ça, les ânes et les chevaux qui travaillent à l'intérieur de la mine pour pousser les berlines jusqu'à l'extérieur. Et si l'eau là est si rougeâtre, c'est dû au cuivre qu'il y a dans cette mine? Alors c'est pas le cuivre, c'est tout simplement la boue. En fait, l'eau de pluie quand elle tombe, elle remue la terre et ça donne cette couleur un peu trouble. Et vous dites que c'est là-dedans, dans cette eau bien trouble, que les mineurs se rinçaient? Exactement, oui. Ils devaient se débarbouiller un petit peu de toute la poussière en fait qu'ils avaient. Ça devait donner bonne mine finalement, ce rouge au jour. Oui, effectivement. Allez, on poursuit l'aventure en s'engouffrant dans ces boyaux. On est vraiment dans une vraie galerie, une vraie ancienne mine de cuivre. C'est la pluie en fait qui va donner ces trous, qui va creuser en fait la terre au fur et à mesure. Oh là là, Claire, c'est de plus en plus étroit là, ce boyau. On se croirait être de vrais spéléologues maintenant, c'est l'aventure. En effet, là c'est la galerie la plus petite que l'on ait ici à la mine de Cap-Garonne. Elle fait 35 mètres de long pour atterrir dans une galerie principale. Ouais. C'est aussi la plus dure qu'ont dû creuser les mineurs à l'époque. Ils ont creusé 6 mètres en 3 mois. On s'en fout. On leur fait honneur en passant par ce chemin creusé. Hop là. Claire, je remarque là qu'au plafond, on a souvent des filets. Autant vous dire que c'est tout sauf rassurant. Déjà que faut pas être claustro. Hein. Déjà, j'ai l'impression que je vais me faire écraser tellement c'est bas. C'est très étroit. Mais en plus, ça risque de s'effondrer. Alors, c'est des filets de protection qui ont été justement réalisés pour pouvoir accueillir du public dans les galeries. Et maintenant, aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on porte des casques par rapport aux mineurs qui portaient de simples chapeaux rembourrés de paille. Ah oui, alors je vous dis, je préfère avoir un casque plus costaud là. Parce que le nombre de fois où je me suis cognée, c'est très étroit, et où je risque de tomber. Là, qu'est-ce que c'est qu'on voit sur la roche exactement? C'est quoi? Les parois sont faites de grès très anciens, datant du Permien et du Trias. Donc, c'est dans cette roche que les mineurs creusaient pour récolter le cuivre? Exactement, c'est bien ça. Ils venaient récolter le cuivre juste ici. À quoi ça sert là, le bout de bois? Alors, les bouts de bois, ils étaient insérés car ils grossissaient. Ça permettait de rentrer plus facilement la barre à mine pour pouvoir creuser à l'époque. Hop, et alors là, je vois au loin des tuyaux, mais qu'est-ce que ça fait là? Alors ces tuyaux, ils servaient pour la champignonnière. En fait, ils venaient récupérer l'eau de pluie du bassin qu'on a vu précédemment pour pouvoir nourrir donc la champignonnière. Pourquoi? Mais c'était
pas uniquement une mine pour extraire du cuivre ici? Alors, on a extrait le cuivre et en fait, à sa fermeture, dans les années 50, on a commencé à cultiver des champignons. Donc, ces tuyaux ils permettaient de dispatcher l'eau dans les différentes chambres pour maintenir un certain taux d'humidité. Et les murs de briques que vous avez vus autour du bassin, ils sont eux aussi caractéristiques de cette période. En fait, ils permettaient d'isoler les cultures pour pouvoir éviter la prolifération de bactéries en créant des chambres. Et qu'est-ce qu'on cultivait comme champignons ici? Ici, on cultivait des champignons de Paris. Ah d'accord. Dans la région. Ah bah d'accord, il n'y a pas de champignons de la région. Non. Claire, qu'est-ce que c'est que ces traces rouges là, à la craie et au rouge? Alors, ces traces rouges, tout simplement, les mineurs numérotaient les piliers pour pouvoir s'orienter dans la mine, se repérer. Mais c'est un chef-d'œuvre là. Qu'est-ce que c'est cette pierre aux couleurs bleues? On dirait du lapis-lazuli. Alors, c'est pas du lapis-lazuli, mais c'est de l'azurite, donc un minéraux qu'on a chez nous. C'est marrant, un escalier dans une mine, on s'y attend pas. C'est vrai, on s'y attend pas. Il va nous mener donc jusqu'à une trace géologique naturelle qu'on appelle le miroir de faille. En fait, le miroir de faille, c'est le mouvement de la roche qui va se frotter. La roche va tout simplement se frotter et ça va nous créer du coup ces différents traits que vous pouvez voir sur la roche qui la rend très lisse. Qu'est-ce que c'est là-bas? C'est un reste de wagonnets, c'est ça? C'est là où on mettait tout ce qu'on récoltait, tout le cuivre à l'intérieur? Exactement, c'est ce qu'on appelait du coup anciennement des berlines de mine, qui étaient poussées donc par les ânes et les chevaux, d'où la présence des écuries en extérieur sur le carreau de la mine. Ouais. Et c'est là où on mettait tous les déblais de cuivre pour les transporter en extérieur. Et il y avait combien de mineurs en moyenne et combien de wagonnets comme ça? Les mineurs, ils étaient à peu près une vingtaine à travailler dans une même galerie. Ouais. Après, pour le nombre de wagonnets, je ne sais pas exactement, mais ils devaient en transporter plusieurs pour amasser les nombreux déblais. C'était par tonnes en fait, hein, c'est ça. Les déblais. Exactement. Allez, je franchis les derniers mètres à pied de ce parcours minier et j'arrive directement dans le musée de la mine. Je suis très exactement au cœur de la mine, c'est ça? Au cœur de la mine, tout à fait. C'est précisément dans cet endroit qu'a été venue l'idée de la création du musée en septembre 1977. Et alors, ce qui est fantastique sur ce site, c'est que c'est pas du tout dans la Constitution, hein. C'est vraiment la mine d'origine. Une mine complètement authentique, c'est de la roche, de la vraie, ça vibre, c'est réel. Et un cabinet de géologie est venu pour regarder la stabilité, mais tout est conçu par les mineurs. Et vous avez dans cette salle des piliers de pierre et l'ajout moderne, c'est les piliers de bois. Mais en fait, tout est né d'une légende. En effet, en 1610, on raconte qu'un potier, qui était pradétant ici sur cette commune, venait tous les jours dans la colline pour chercher du bois, pour faire fonctionner son four à poterie. Et un beau matin, en allant récupérer du bois, il entend le bruit d'une chèvre complètement apeurée qui s'était coincée la patte dans un trou. Et en allant chercher cet animal, il s'est aperçu qu'il y avait des pierres de couleur jaune qui ressemblaient étrangement à des pépites d'or. Et donc du coup, on s'est dit, génial, il y a de l'or, on va aller exploiter cette mine. Et c'est comme ça que deux Marseillais sont arrivés, c'est ça? Exactement, deux experts dans les concessions de mines présents dans les Bouches-du-Rhône sont venus ici à Cap-Garonne sur place vérifier s'il y avait bien de l'or ou pas. Ils n'ont pas trouvé d'or, mais ils ont trouvé une jolie couche de cuivre. Quand on observe cette mine, on voit de la roche bien sûr, mais multicolore. On a du vert, du bleu, du rouge, du jaune. À quoi correspondent toutes ces couleurs? Dans un premier temps, on a la couche blanche qui est juste ici. Ça, c'est de l'argile. Ensuite, nous avons le vert. Ça indique la présence de cuivre en raison de l'oxydation avec le contact de l'air et l'eau. Les petites touches de bleu sont les microminéraux d'azurite. D'accord. Et enfin, le rouge, c'est du grès, c'est de la roche qui date de l'époque préhistorique, durant l'époque permienne. Et le blanc, ça avait une utilité, je crois, pour les mineurs, non? Tout à fait, ça leur servait à se repérer pour pouvoir remonter vers la surface de la mine. Parce que c'était plus lumineux comme couleur, et donc ça réagissait plus à la bougie. Exactement. Comme couleur, d'accord. Mais j'imagine que les conditions des mineurs dans leur travail devaient être extrêmement compliquées. Ils étaient seuls à travailler ici, en fait, que les hommes? C'était un travail familial, donc tout le monde était concerné. Les hommes avaient la particularité de travailler à l'intérieur des galeries de la mine, tandis que les enfants, eux, commençaient à travailler dès l'âge de 6 ans pour accompagner les femmes, que l'on appelait les trieuses, qui servaient à déblayer et à trier le cuivre présent dans le massif. Les enfants, eux, dès l'âge de 12 ans, commençaient à travailler à la forge. La durée moyenne d'une journée à la mine, c'est plus ou moins 13 heures. Ça varie de 12 à 14 heures par jour. 6 jours par semaine. Mais que devenait le cuivre une fois extrait de la mine? Une fois extrait de la mine, c'est très simple. Il y a plusieurs modes de transport qui rentrent en jeu. Tout d'abord, les charrettes tirées par des ânes ou des chevaux pour passer de l'intérieur à l'extérieur de la mine. Ensuite,
une voie de chemin de fer avec un embranchement spécifique relié à la mine vers le port de la Garonne, ici au Pradet. Et dans un dernier temps, la tartane, bateau typique de Méditerranée avec une voile qui s'en va vers Marseille, puis vers l'Angleterre et les Pays-Bas pour un export, car en France, à cette époque, on ne sait pas trier et gérer la transformation du cuivre. Mais est-ce que la mine était rentable au final? Alors au final, elle n'a pas du tout été rentable. Le seul moment où elle l'a été, c'était sous un propriétaire qui était anglais et qui s'appelait John Unwin. Sinon, le bilan a été négatif. Et pourquoi lui, il a fait mieux que les autres? C'est une excellente question, il n'est pas là pour nous le dire. Et nous voici dans la salle des lampes, autrement appelée, je fais toujours attention à ma tête ici, la lampisterie, c'est ça? Exactement. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, on a de l'électricité partout, mais et déjà c'est très sombre, mais imaginez, sans l'électricité, ça devait être un noir total et il fallait donc s'éclairer au tout début, je crois, à la bougie pour travailler. Et puis ensuite, comment sont les mineurs s'éclairer? Eh bien, dans cette obscurité, les mineurs ensuite sont arrivés avec des lampes à huile. Pourquoi l'huile? Parce que de l'huile d'olive précisément, qui est de local et de Provence. Ouais. Et ensuite, donc, on mettait une petite mèche à l'intérieur et à l'aide d'un briquet, ça donnait une combustion d'environ 5 heures. Mais c'était très stratégique et il fallait le maîtriser, sinon ça devenait un risque. Et ensuite, est apparue bien plus tard et de manière révolutionnaire, la lampe à acétylène qui, elle, fonctionne avec de l'hydrocarbure et de l'eau et ça crée un mélange très puissant et beaucoup plus périn. Elle va permettre de durer 12 heures, donc 2 fois plus que les lampes d'appoint. Chacun prend sa lampe, indicateur de présence dans les galeries. Et oui, parce que c'est pour voir, mais pour être vu des autres aussi. Tout à fait, il y a cette notion de présence, effectivement, qui pouvait aussi se gérer grâce aux jetons. Chaque jeton est attribué à un mineur et dès l'entrée du mineur à son travail, il va laisser le jeton sur la lampisterie qui indique sa présence à l'intérieur des galeries. Si le jeton est retiré à la fin de la journée, ça signifie qu'en effet, il a fini sa journée. Et ça donne des indications sur la gestion des risques et les possibles accidents qui peuvent arriver dans les galeries tout au long du travail. Quels sont les grands risques en fait qui peuvent arriver quand Des explosions notamment, et puis par exemple des chutes de pierres qui peuvent mal tourner, ou alors des blessures en lien avec justement la lumière par exemple, ou certains outils. Mais Clémentine, qui s'occupait de ces lampes, de leur entretien, etc. C'est quand même pas les femmes. Là, j'en vois une. C'était un travail très minutieux et c'est elle qui avait ce rôle à jouer. Ça demandait beaucoup de rigueur, il fallait nettoyer les joints, faire attention à leur entretien et aussi veiller à ce qu'elles ont un bon fonctionnement tous les jours, sachant que les lampes étaient utilisées 12 à 14 heures comme la durée du travail des mineurs à l'intérieur des galeries. Est-ce que les mineurs utilisaient d'autres matériels pour travailler? Tout à fait, c'est les outils, tout simplement. Donc vous allez avoir la masse, comme vous le prenez très bien. Il y a aussi la barre à mine. Et on utilisait de la poudre noire, l'explosif qui servait à faire tomber la roche de la pierre, de cette paroi, très précisément. Et donc une fois que tout ça a été fait, c'est très simple, on en met une petite mèche et là, ça va créer une explosion. Et à partir de là, on va donc récupérer le minerai et le mettre dans des berlines de mine. D'accord, mais là pour casser, il fallait donc taper là-dessus, c'est ça? Tout à fait, exactement. Alors pour faire un trou d'environ 60 cm, il fallait pas moins de 2 à 3 heures de travail. Et le poste nécessite 3 mineurs, comme on le fait actuellement plus ou moins. Un mineur qui tient cette barre à mine, un mineur pour la masse et un mineur pour la lampe. Elle est où la lampe? Je vois rien. Non mais c'est insupportable, mais c'est épuisant, c'est tellement lourd. C'est épuisant, c'est lourd, c'est bruyant et il faut s'imaginer qu'aujourd'hui on bénéficie de l'électricité, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc c'était des conditions de travail physiques, endurantes et dangereuses. Donc il faut savoir que là pour creuser 6 hectares de galeries, il a fallu 60 ans et uniquement à la seule force des bras. Des bras, comme ça. Aucune mécanisation et la mine est restée dans son état d'origine comme en 1857 pour le travail des mineurs. Et je vous propose à présent de partir à la rencontre d'un lapidaire. Alors rassurez-vous, ce n'est pas quelqu'un qui va me jeter des cailloux dessus, il ne va pas me lapider. Non, non, Alain taille en fait des pierres, c'est votre métier, mais ce mot lapidaire, d'où vient-il? Alors ça vient du latin lapis qui signifie pierre et c'est ensuite on travaille la pierre avec toutes les machines qu'il faut pour ça. Tous ces bouts de pierre ils viennent d'ici? Non, on n'a plus le droit de toucher aux pierres de la mine puisque c'est un site classé et donc c'est des pierres qui viennent de l'extérieur. Et vous proposez aux personnes comme moi d'apprendre à tailler des cailloux, devenir un vrai lapidaire, c'est ça? Vous avez différentes formules? Exactement, on a déjà une formule pour les personnes qui sont intéressées sur 5 séances. On leur apprend à utiliser toutes les machines, la façon de les travailler. Ça, c'est un stage qui revient à 70 €. Et ça dure combien de temps? 5 semaines. Ah oui, c'est une vraie formation professionnalisante voilà, en fait. Exactement. D'accord. Et ensuite, on a
pour les personnes qui veulent simplement faire la découverte du travail de la pierre. Ouais. À ce moment-là, on fera sur un après-midi et en 3 heures, on leur apprend à fabriquer un petit objet ils vont repartir avec un petit objet qui brille. Et cela, ça revient 10 €. Ah mais ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que aujourd'hui, avec vous, défi, vous pouvez m'apprendre à tailler un petit bijou? C'est possible ça? Ben, pourquoi pas? On y va là? On crée notre bijou. Fantastique. Voilà. Donc ça se passe ici autour de ces meules. Voilà, ces meules que l'on choisit en fonction de la dureté de la pierre. Là, on sait une meule de 100. Et là, vous avez des pierres, vous allez choisir une pierre de façon à la travailler. La bleue, ma préférée. Voilà. Qu'est-ce que c'est comme pierre? C'est un marbre. Donc je prends ma pierre, on allume, l'eau se projette et... Voilà. Alors là, dans un premier temps, vous voyez, vous partez en faisant constamment des petites rotations, en appuyant un peu parce que la pierre est quand même dure. Et petit à petit, ça va vous arrondir. Ah, le but c'est d'arrondir tout le médaillon. Oh, c'est génial! Il faut appuyer fort ou pas? Oui, assez, oui. Et voilà, fini. Alain, qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors maintenant, on va passer sur des bandes pour enlever toutes les traces de la meule qui ont été faites. Alors j'allume. Voilà. Hop. Et c'est de la même manière que je fais? Voilà, c'est exactement la même manière. Voilà. Ah, c'est beaucoup plus doux. Et mais attendez, j'ai vraiment l'impression d'être dans un atelier de manucure là. C'est la même chose. On les mime fort en premier, ensuite on polit son nom, voilà, et ben on fait la même chose sur la pierre. Principe. Génial. Alors là, on voit bien la différence. Hein. C'est tout arrondi. Les deux côtés sont faits. Ouais. Troisième étape, nous passons sur une nouvelle meule avec une bande un peu plus fine, c'est ça? C'est une bande plus fine, oui, plus douce, qui va enlever tous les petits défauts qui restent, de façon à faire briller la pierre. Mais c'est quoi cette bande? Alors, c'est du carborandum. C'est un produit qui sert sur le polissage des voitures. Donc c'est très fin. D'accord. Et ça fait briller. D'accord. Je peux mettre les dents. Là, on peut éventuellement. Avoir les dents bien blanches, bien polies. Et ben c'est parti. Donc même mouvement toujours. Toujours le même mouvement. Oula, mais la bande, on dirait qu'elle va s'enlever. Non, c'est rien. Elle a pris peur. Est-ce qu'il y a des risques d'accident particuliers en utilisant ce genre de machine? Non. Si je mettais la main comme ça me ferait mal? Faites attention! Oh! Oh! Mais ça fait un petit... Mais c'est mieux que faire les pierres, ça... Oh là là! Ça détend les mains! J'adore! Bon allez, soyons un peu sérieux. Hop. Mais Alain, comment je peux savoir si mon travail est bien fini ou pas? Alors là, quand on arrive à ce niveau, on trace avec un crayon, surtout sur le bord, qui nous permet de savoir où on est passé et où on n'est pas passé. Donc tout ce qui est en jaune, je dois le poncer? Voilà. Alors je ponce. Et ça met combien de temps en tout pour faire un bijou comme ça? Un certain temps. Et voilà, plus de jaune du tout. Il reste une dernière séance pour ce petit caillou. Qu'est-ce que c'est? Alors après, on passe sur des bandes de 400, puis de 600. Oui. Et arrivé au 600, c'est terminé. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça va donner une bande de 400, 600? Quel effet ça va faire? Ça va accentuer le brillant. Il ne nous reste plus qu'à percer mon médaillon pour pouvoir le porter autour du cou. Et voilà, le trou est à présent bien percé. Je suis trop fière, regardez. Hop, mon médaillon est prêt. Je n'ai plus qu'à le nouer autour de mon cou pour pouvoir porter ce bijou unique en son genre. Hein. Je suis sûre que personne ne pourra faire exactement le même. Et ça, c'est la grande classe. En 1917, la mine est abandonnée et en 1994, elle renaît de ses cendres et devient un musée. Un musée géologique avec plusieurs collections de minéraux, dont des minéraux spécifiques à la mine de Cap-Garonne. On peut citer la capgaronite, la pradétite ou la ménésite. Et également, dans cette collection, nous avons 140 espèces différentes venues du monde entier exposées ici, comme le quartz ou la métisse par exemple, dans les plus célèbres. Regardez comme c'est étrange là, ce quartz avec de la calcite, c'est très curieux. On croirait de la neige qui s'est posée, oui, tout à fait. Oui. Ça c'est un mélange, c'est assez rare, c'est du quartz, de la calcite, il y a beaucoup de richesse sur ces reflets, oui, tout à fait. On dirait des bijoux en fait, c'est très étonnant. Et puis là par exemple cette géode. Ce sont des œuvres d'art naturel. La particularité de la géode, on en trouve beaucoup au Maroc ou au Mexique par exemple, et en fait ce sont des pierres qui d'apparence ne ressemblent à pas grand chose, et en fait en la cassant,
Et bien à l'intérieur, on magie. découvre une vraie magie qui opère avec beaucoup d'illusions. Celle-là est très amusante parce qu'on dirait qu'elle brille de l'intérieur, elle est fluorescente. Exactement, ce petit bijou minéral tient son nom de cette histoire justement. La fluorite, c'est tout simplement car elle contient du fluor. Et le fluor, elle a la particularité de se nourrir avec de la lumière ultraviolette qui fait ressortir le bleu de cette pierre qu'on ne voit pas là actuellement, mais si on la expose sous une lumière UV, ça fera son effet. Mais d'ailleurs, si ça vous intéresse, Ariane, juste là, nous avons un espace dédié aux fluorites. Mais oui, minéraux fluorescents. Ah oui, alors là on comprend mieux. On est dans du jaune C'est fluo. tout un univers. Quel panorama magnifique! Là, on a vu sur quoi exactement? C'est une vue à 360 degrés autour de la mine. C'est ça, on a vu sur la rade de Toulon, qui est la plus belle rade d'Europe. On est sur la fin de la Corniche des Morts, sur le Cap Garonne, qui fait partie de l'ensemble du massif de la Colle-Noire et qui a la particularité d'être la fin de la Provence cristalline sur le secteur est. Sur la partie ouest, on va rentrer dans la Provence qui est calcaire. De l'autre côté, on a une vue sur toute la Méditerranée, avec en premier plan la presqu'île de Gien, avec son double tombolo qui est quasiment unique au monde, il y en a 5 dans le monde. Et derrière, on a les îles d'Hyères avec Porquerolles, Porquerolles et l'île du Levant, qui font partie du parc national de Porquerolles. Mais c'est un point éminemment stratégique, ce Cap Garonne. C'est vrai que tous les caps qui étaient aux alentours, notamment le Cap Garonne, le Saint-Mandry ou le Cap Sissier, étaient des points stratégiques pour la défense de la rade. On va dire que la colline renaît de ses cendres, car en 2005, on a eu un incendie assez ravageur qui a brûlé quasiment l'intégralité du massif. Donc on se retrouve 20 ans après l'incendie et c'est vrai qu'on a une dynamique sur la végétation qui est très importante. Aujourd'hui, on est sur un maquis très dense, mais petit à petit, on va se retrouver sur une forêt mature. C'est votre rôle aussi, d'entretenir Exactement. ce patrimoine paysager et notamment de mettre en lumière des plantes qu'on ne voit nulle part ailleurs ici. Alors on a une particularité, c'est vrai, sur le massif, d'avoir les déblais de la mine qui ne servaient pas à faire le cuivre ou quoi, ils étaient jetés dans la nature. Ouais. Et c'est vrai que sur ces sols stériles où il y a du cuivre, très peu de plantes poussent. Et on a la chance d'avoir une plante, l'Armeria, qui s'est adaptée, Ça elle est juste ici, voilà. La blanche, C'est ça, qui s'est adaptée au sol cuivreux de la mine, qui a dégénéré pour devenir une espèce à part entière. Elle s'est adaptée. Donc elle s'appelle aujourd'hui l'Armeria du Pradé. C'est une plante endémique, elle n'existe qu'ici dans le monde entier. Alors ici, vous avez plein de variétés d'espèces différentes, de plantes, mais aussi d'animaux. Qu'est-ce qu'on a exactement? Alors c'est vrai que c'est très riche le massif de la Colle-Noire parce qu'on est à cheval sur les deux massifs qui soient calcaires et cristallins. Donc on a les espèces végétales, donc de flore qui appartiennent aux deux sols géologiques. Ouais. On a à la fois des chênes lièges qui sont typiques des sols cristallins du massif des Morts et on a aussi le chêne kermès, le panalep qui est vraiment très présent sur la Provence calcaire. On a plus d'une vingtaine d'orchidées sauvages. Oh. On a des animaux qui sont venus, on a toujours le problème de sanglier. On a potentiellement aussi des traces de prédateurs, le loup qui passe régulièrement aussi sur le massif. Alors, on va tout de suite rentrer dans la mine. Comment ça, des loups? Il y a des loups. blague. Alors les loups, aujourd'hui en France, on en voit de plus en plus sur beaucoup de secteurs. Et ici, sur le Cap Garonne, on a des traces, on a eu des passages. D'accord. Et vous avez d'autres bonnes surprises comme ça à m'annoncer ou Non, non. Non, après, on a D'accord. beaucoup de rapaces. On a le lézard osselet, donc, qui est le plus gros lézard d'Europe, qui est présent Mais sur le... c'est quoi? C'est comme ça, les Oh, ça fait 67 cm, oui. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est sympathique comme tout, le Cap Garonne. On Exactement. ne s'ennuie jamais. Exactement. Les gens nous appellent des fois pour nous dire qu'ils ont croisé un iguane sur la Colle-Noire, mais non, on leur dit que tout est normal. En fait, c'est un zoo ici, Voilà, ni non, plus ni moins. c'est très très riche, voilà. Allez, un peu d'escalade pour atteindre ce que je préfère, le romarin. Exactement. Mais qu'est-ce que ça sent Ça bon. sent très très bon. Mais là, juste en dessous, on peut apercevoir justement le chêne kermès Ouf, qui est très piquant, qui a l'habitude de pousser sur les sols calcaires. Et vu qu'on est et à la fois sur les sols calcaires et à la fois sur les sols cristallins, ben voilà, on a cette espèce aussi qui est présente sur le site. On a 20 km de sentier sur le massif. Bon bah Franck, je vous propose de partir faire une petite balade. Avec Suivant plaisir. ce sentier, on y va. Rien de tel qu'une bonne petite marche. Pour visiter à votre tour la mine du Cap Garonne qui accueille chaque année près de 25 000 visiteurs, sachez qu'elle est ouverte du mardi au dimanche toute l'année de 14h à 17h et dès 10h pendant l'été. Prix de l'entrée 7 € pour les adultes et 4,50 € pour les enfants. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la mine, mine-du-6capgaronne.fr.